Bonjour à tous. Pour garder le lien avec les artistes invités de la saison 2021 et malgré le contexte sanitaire actuel, nous vous proposons des rencontres sous forme d'entretiens radiophoniques comme des bords-plateaux d'avant-spectacle. L'occasion de découvrir l'univers des artistes et compagnies qui auraient dû jouer à FCN Universitaire en cette période troublée. Et surtout, en attendant leur venue sur nos planches. Bord-plateau Covidé. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Christophe Garcia, chorégraphe, et Benjamin Melia, compositeur et musicien de la compagnie La Parenthèse, pour le spectacle L'ambition d'être tendre que nous aurions dû découvrir à Ève Scène Universitaire ce 26 janvier. Mais, la situation sanitaire en a encore décidé autrement et nous sommes tristes. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation à vous raconter. Nous allons essayer de faire un peu connaissance, de parler du spectacle, de découvrir votre univers en espérant donner envie aux auditeurs d'aller plus loin dès que ce sera possible. Tout d'abord, si nous faisions un petit tour de table, pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vos parcours ? Bonjour, donc moi c'est Christophe Garcia, je suis donc le chorégraphe et le directeur de la compagnie La Parenthèse. Avant ça, j'ai eu un parcours de danseur assez bref, notamment au sein du Béjar Ballet. Je dis assez bref parce que j'ai tout de suite décidé de m'orienter vers la création et de créer la compagnie. Donc à l'âge de 20 ans, j'ai créé La Parenthèse qui va fêter ses 20 ans cette année. Voilà, Benjamin, je te laisse. Oui, alors je m'appelle Benjamin Melia, je suis né à Saint-Raphaël, dans le Var, ville dans laquelle j'enseigne actuellement. J'enseigne les instruments traditionnels et je joue aussi les instruments traditionnels sur scène, et particulièrement les instruments traditionnels provençal, occitan, méditerranéen. C'est par exemple la cornemuse, le galoubet tambourin, le fifre, autant d'instruments qui sont présents dans le spectacle Ambition d'être tendre. Donc, j'ai une double carrière, celle d'un pédagogue et puis de musicien dans différents projets, dont celui qui nous rassemble aujourd'hui avec Christophe Garcia. Très bien. Et du coup, vous n'êtes pas situé géographiquement du tout au même endroit. Racontez-moi un peu votre rencontre. Moi, je suis en PACA et Christophe a eu et a toujours une activité brûlante en PACA, n'est-ce pas ? Oui. À Marseille particulièrement, en fait, on s'est rencontrés par c'est la région en fait qui nous a fait rencontrer. Moi, je travaillais beaucoup et j'y suis encore un peu sur la région du Sud. Et c'est des gens qui connaissaient notre travail respectivement et qui étaient certains qu'une connexion était possible, qui nous ont fait rencontrer, voilà, une forme d'entremetteur. D'accord, très bien, merci. Alors, l'ambition d'être tendre, c'est une rencontre entre la musique et la danse, donc rien de plus logique dans l'imaginaire collectif. Et pourtant, les spectacles de danse avec des musiciens sur scène ne sont pas forcément si nombreux. Et bien souvent, la musique se contente, et il n'y a pas du tout de jugement de valeur dans ce que je suis en train de dire, se contente de servir la chorégraphie. En quoi votre projet à vous diffère complètement avec les musiciens qui sont justement au plateau ? Quelles sont ses particularités et la genèse de ce spectacle ? Alors, on peut le penser différemment avec Christophe. Déjà, c'est quelque chose qui est né d'une envie commune de travailler ensemble sur une proposition originale qui était travailler sur l'imaginaire de la Méditerranée, la danse contemporaine, comme une impulsion commune. J'avais dans l'idée, voyez-vous, et elle est peut-être fausse, je ne sais pas, je ne suis pas danseur, mais par rapport à la danse, que la danse, elle a été extrêmement codifiée à partir de l'académie de danse, où quelque part, l'esprit a pris le contrôle du corps et que c'était quelque chose de très peu impulsif, d'un peu contre-intuitif, quoi. Beau, élégant, mais quelque part défait un peu de quelque chose d'animal. Et dans les musiques traditionnelles, il me semble
que la liberté prise de la musique traditionnelle, de la musique populaire, tout ça, elle a gardé une forme d'animalité, de sauvagerie, quoi. Et mon idée, c'était de se retrouver un esprit commun à travers cette chose-là qui se manifeste, par exemple, sur le matériau sonore. Par exemple, un violon classique, par exemple, c'est un son extrêmement brillant, par exemple. Il y a très peu d'aspérité, vous voyez. Comme une chanteuse lyrique qui chante très aiguë, il y a une notion de brillance, de clarté. Mais les instruments traditionnels, c'est plutôt chargé en harmonique, on dirait. Vous voyez, on a quelque chose de réconcilié avec l'épaisseur du son, les harmoniques et tout ça, quoi. Le son, il n'est pas propre, quoi. Et dans le travail de Christophe, je trouve qu'il y a un parti pris esthétique qui n'est pas toujours celui de la géométrie tel qu'on peut le voir dans le classicisme français, par exemple, quoi. Voilà, il y a quelque chose, moi, qui m'a immédiatement plu dans sa proposition musicale, et j'ai su tout de suite que ça allait le faire. Après, une dernière petite chose, c'est que les instruments traditionnels qu'on joue, c'est des instruments de déambulation. C'est-à-dire, c'est des instruments qu'on joue en se déplaçant dans la rue, et ce n'est pas l'instrument du concert ou du lieu confiné, si vous voulez. Donc, être sur scène avec les danseurs, c'est quelque chose d'évident parce qu'on y voit une déambulation, quoi. Voilà, quelque part. On est dans la mouvance qui nous est coutumière. Effectivement, je me permets de redire que pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de voir encore le spectacle, en effet, que vous évoluez vraiment sur scène et vous déambulez, comme vous dites, sur scène autour des trois jeunes danseurs. Comment cette idée, justement, vous est venue d'avoir, de travailler avec ces musiciens-là et puis de les faire œuvrer au plateau en même temps que les danseurs, même si j'entends bien le propos de Benjamin qui est tellement évident par rapport à la présence des musiciens sur scène et la déambulation, mais je veux bien votre avis. Je disais, c'est vraiment une appétence que j'ai pour toujours, le fait que de travailler sur l'ensemble de ce qui constitue l'œuvre, rendre visible la musique, comme on donne aussi à entendre le geste, la voix. Enfin, c'est vraiment essayer de faire que les choses ne se cloisonnent pas. Et donc, pour moi, c'est pas la première fois que je travaille avec des musiciens, et c'est pas la première fois que je travaille avec des musiciens inclus sur le spectacle, inclus dans le spectacle. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose d'évident. Alors, je n'ai pas forcément les mots pour expliquer cette évidence, mais quelque chose d'évident que les artistes présents doivent être impliqués, visibles sur scène. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, et notamment dans ce spectacle-là où on parle d'une forme de cérémonie, de rituel. Le musicien est aussi moteur par son corps, par son impulsion, par son regard avec les danseurs, et pas uniquement par le son. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait cette connexion entre les danseurs et les musiciens, comme il y a aussi une connexion avec un décor qui est très très fort, comme il y a aussi une connexion avec des lumières, avec des costumes. J'ai vraiment essayé de travailler sur un ensemble de choses qui rentrent dans cette cérémonie.
Justement, dans plusieurs textes que j'ai pu lire ici et là, vous parlez du concept de trance par rapport à ce projet. Comment on parvient à cette trance par la danse et la musique? Quelles sont les significations pour vous? Alors dans la danse, c'est vraiment un endroit effectivement où l'univers de ces compositeurs et mon univers se rassemblent. Donc moi, en ce qui concerne la danse, la trance me fascine parce qu'elle amène l'abandon, parce qu'elle amène l'oubli, cette abnégation de soi-même. Et je trouve que le danseur devient encore plus beau à partir du moment où ces choses-là lâchent. Et concrètement, c'est par la répétition, c'est par la vitesse, c'est par le cercle, par la spirale et bien entendu par l'envoûtement musical que ces choses-là se traduisent en danse en général. Donc ça peut être dans les tarentelles du sud de l'Italie, ça peut être dans les danses celtiques. Et là, vraiment, dans ce spectacle, on a travaillé sur la spirale principalement, sur la répétition et sur l'agrément perpétuel, comment dire, augmenter en fait les choses de manière perpétuelle. C'est-à-dire qu'un mouvement en amène un autre, qui en amène un troisième. On a pendant ce temps-là pas oublié le premier qui revient et il y a quelque chose comme ça de permanent qui crée cette sensation de transe. Très bien. Je me permets de rajouter, parce que vous avez fait une allusion tout à l'heure par rapport au costume, par rapport à la lumière, par rapport à la scénographie que vous aviez envisagée. Alors, je vais essayer de décrire en quelques mots aux auditeurs qui n'ont pas vu le spectacle. En effet, ces costumes de soie que portent les trois danseurs, qui sont extrêmement légers et qui finalement, quand même, à la fin du spectacle, paraissent beaucoup plus lourds parce que les trois danseurs sont en nage après cette transe que vous évoquez, ce sable doré qui est au plateau et dans lequel se dessinent les spirales, justement, que vous décriviez aussi, cette lumière extrêmement chaude, orangée. Enfin, effectivement, je me souviens bien de cette espèce d'ambiance-là dans laquelle tout le public se sentait parce que, enfin oui, effectivement, ça nous a tous transportés, je crois, cette transe que vous évoquez à cet endroit. Merci, c'est très beau comme vous décrivez C'est vrai. l'ensemble. Je trouve ça très beau et je suis d'autant plus admiratif que ça fait longtemps que vous l'avez vu, me semble-t-il. Ouais. Et la matière de la soie, effectivement, c'était un choix très important. Le fait que les costumes s'imbibent aussi de cette sueur et de cette fatigue, c'est vraiment des choix qu'on a fait et je suis très heureux de voir que vous les avez perçus. C'est très palpable, en effet. Enfin, moi, j'ai été très touchée par ce spectacle quand je l'ai découvert. Et parce que les trois danseurs sont magnifiques, parce que j'ai trouvé effectivement que la présence des musiciens était absolument nécessaire et indispensable. Et puis, effectivement, c'est vrai, ces costumes, ces couleurs que vous avez utilisées, ce sable, etc., j'ai trouvé effectivement que c'était un projet absolument magnifique et je suis d'autant plus triste, en effet, que le public n'ait pas pu le découvrir cet hiver au Mans, mais on y reviendra. Vous pouvez me raconter un peu justement le calendrier de création de ce spectacle, comment vous avez choisi vos trois danseurs que je vais quand même citer, Marion Bodino, Charline Peugeot, Alexandre Tondolo. Oui. Comment les avez-vous trouvés? Alors, c'est trois danseurs qui m'accompagnent depuis longtemps. D'accord. Voilà, parmi les danseurs qui m'accompagnent depuis longtemps, il y a ces trois danseurs. Et parmi eux, il y avait donc Charline Peugeot, qui est celle qui m'accompagne depuis le tout début de la compagnie. C'est une danseuse qui développe avec le temps une puissance extraordinaire. Et j'avais envie de créer une pièce autour d'elle, de son corps et de sa puissance. Donc je savais que les deux autres danseurs, par d'autres qualités, par d'autres manière de se mouvoir allait entrer dans ce triangle, en fait, dans cette relation à trois danseurs. Donc, il y a eu quelque chose d'évident autour de la danseuse Charline Peugeot d'assembler deux autres personnes.
Ensuite, je souhaitais que ce soit une pièce qui soit peu ou pas genrée. C'est-à-dire que j'ai absolument pas cherché à ce que ce soit forcément des danseurs masculins ou féminins pour un rôle. D'ailleurs, quand il y a des reprises de rôles qui s'opèrent, un homme pourrait reprendre le rôle de Marion ou l'inversement avec Alexandre. Et donc, c'était des danseurs qui savent porter avant tout la danse, quelque chose d'universel dans la danse, dans l'approche du corps, dans l'étreinte. Voilà, donc c'est un peu comme ça que le choix s'est fait de ces danseurs. Et puis, par rapport au processus de la création, ça a été assez à la fois long et brutal, c'est-à-dire que donc le premier à avoir initié le projet, c'est Benjamin, qui est venu me présenter sa démarche, son travail. Et c'était un moment où nous, on avait beaucoup de choses qui s'enchaînaient. Donc, j'avais dit à Benjamin et Guillaume que je souhaitais vraiment qu'on fasse ce projet, mais je n'arrivais pas à trouver le moment. Et à un moment, j'ai eu peur qu'ils s'impatientent et de perdre cette merveilleuse opportunité. Donc, on a lancé une première étape. Et c'était un moment où on avait, pour parler un peu grossièrement, c'est un moment où on n'avait pas les ressources financières. C'est un moment où on avait peu de temps, mais on y allait quand même. On a foncé là-dedans. Et on a fait une première étape de création qui s'est avérée à la fois prometteuse et insatisfaisante. Et donc, on s'est dit, OK, puisque c'est prometteur et insatisfaisant, on va on va prendre le temps, on va trouver les moyens et on va créer la forme qui nous convient, que l'on veut. Donc on a rajouté ensuite d'autres morceaux musicaux, on a recréé, on a allongé, on a affiné, on a supprimé, on a vraiment fait une recréation de la pièce pour l'année suivante. Et là, c'est vraiment là que le spectacle a pris corps. Et je pense que cette temporalité, donc à la fois qui était un peu brutale, c'est-à-dire c'était très long dans le temps, ça a pris au moins 2 ans, mais à chaque fois qu'on y allait, ça a été en quelques semaines. Et donc ça amenait des élans comme ça. Il est temps de le faire, alors on fonce, on y va. Et la deuxième étape, c'est pareil. Et je pense que ça nous a vraiment nourris dans cet élan que pour moi représente ce spectacle, dans cette grande spirale en fait.
Vous pouvez nous parler un peu de cette aventure à Avignon? Comment vous l'avez vécue? Quels étaient les retours pour vous, la suite? Avignon, alors c'est beaucoup la compagnie La Parenthèse qui a été, disons, un travail de fond pour que ça soit rendu possible, hein. Il y a eu des répétitions de notre part, un engagement évidemment de notre part, mais ça a été vraiment rendu possible par une équipe, une administration et Christophe, l'énergie qu'il y a mis, à mon souvenir, c'était pas donné d'avance, c'est aussi un pari parce qu'au moment où on envisageait de faire Avignon, on avait aussi conscience de la singularité de notre proposition. Voilà, c'est quand même un spectacle qui dénote par rapport au spectacle qui se joue à Avignon. Vous le disiez tout à l'heure, c'est déjà rare d'avoir des musiciens sur scène. La proposition esthétique et musicale, elle est aussi particulière. Voilà. Tout à fait. Ça a été en soi un marathon des plus exaltants, j'ai envie de dire, hein. Avignon, c'est vraiment un marathon. C'est quand même, je crois, 19 spectacles qui s'enchaînent. Et le spectacle, finalement, ne représente que très peu de nos journées, puisqu'il y a l'ensemble des démarches, des rencontres, de tout le travail qui doit être fait. C'est un très gros pari pour une compagnie, pour une structure, puisque ça engage énormément d'énergie, ça engage énormément de fonds, de moyens, d'argent, d'amour qui peut être blessé si ça ne fonctionne pas. Donc, c'était pas la première fois qu'on faisait Avignon. Moi, je considère toujours Avignon comme une petite bataille. Alors, une bataille amoureuse et joyeuse, mais c'est-à-dire vraiment on se prépare et physiquement et psychologiquement à ce que ça se passe bien. Et on se prépare aussi à ce que ça se passe pas bien, parce que on connaît tous des scènes dramatiques d'Avignon, de salles vides, de spectacles qui s'arrêtent à mi-chemin, de difficultés, de fatigue. Donc vraiment, on se prépare beaucoup à ça. Et en l'occurrence, on a eu beaucoup de chance et de plaisir de découvrir que le spectacle a très vite fonctionné. Donc, ce qui s'appelle le fameux bouche à oreille a fonctionné en quelques jours et presque chaque jour, le spectacle était plein, ce qui nous a quand même fait beaucoup de bien chaque jour. Et donc, au niveau des retours, ça a été très positif puisqu'il y a énormément de gens qui se sont intéressés au spectacle un peu partout en France, même à l'étranger. Et là, ce que je constate, c'est que 90% de ces spectacles ayant été annulés, finalement, ne le sont pas tant que ça parce qu'ils sont reportés d'un an. Et je constate en parlant là avec les partenaires, les programmateurs qui avaient envie de ce spectacle, qu'ils en avaient vraiment, vraiment envie parce qu'ils sont prêts à repartir pour un an, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres spectacles. Donc, ça fait chaud au cœur. Et puis, pour finir, Avignon, on a eu un petit couronnement qui nous a vraiment fait plaisir, c'est que le spectacle a reçu le prix du public du meilleur spectacle de danse. Et c'est quelque chose qui fait plaisir, quand même. Surtout à la fin du festival où on est tous épuisés. Voilà, c'est une belle récompense aussi. Vous pouvez me dire un peu justement là comment cette crise sanitaire actuelle impacte à la fois ce projet, l'ambition d'être tendre, mais vous l'avez déjà un peu évoqué, et puis d'autres créations en cours, tant Christophe que Benjamin d'ailleurs. Pour moi et pour nous, ça a été, j'en parle au passé, j'aime bien en parler en passé, même si c'est encore un petit peu d'actualité. Il y a des choses qui ont été très, très, très difficiles. Une partie du travail de la compagnie est en collaboration avec le Québec. On a des artistes qui sont au Québec, qu'on n'a pas vus depuis plus d'un an. Avec qui on aurait dû faire de très belles tournées. En plus, cette année, c'était une année où on avait des tournées aux États-Unis, en Écosse, en Irlande, en France, au Québec. Et donc, là, on attend de pouvoir se revoir. C'est long, c'est un peu douloureux. Ça représente plus d'une centaine de spectacles avec cette création qui s'appelle Le problème avec le rose, qui ont été reportés. Ensuite, bien entendu, l'ambition d'être tendre aussi a pas mal souffert. Alors, on a eu un tout petit peu de chance, c'est qu'on a bénéficié au mois d'octobre de ce moment où on a pu rejouer et ça nous a fait du bien. On a eu un magnifique de retour avec un très beau spectacle qui nous reste en attendant de pouvoir rejouer les autres. Et ensuite, la compagnie a privilégié vraiment de maintenir l'activité malgré tout.
parce qu'il faut savoir qu'un danseur qui ne s'entraîne pas, c'est une tragédie. Donc, un danseur ne peut pas s'entraîner tout seul dans son salon, donc il a vraiment besoin de travail quotidien. Donc, on a décidé d'investir les fonds de la compagnie dans des ajouts de travail de répétition et de création. Donc, on a anticipé 2 créations. On en a créé une un peu spéciale Covid qui s'appelle Niebo Hotel, qui a été jouée dans un hôtel, donc avec une restriction des jauges drastique, avec presque un spectateur par danseur dans chaque chambre d'hôtel. Ah. Et qui s'est très bien passé, qui a eu vraiment un très beau retour qu'on va reprendre. Donc ça fait partie des belles choses, c'est-à-dire que ça a amené un élan de création, de créativité. Je pense qu'on est beaucoup à avoir eu de nouvelles idées. Et puis, la création qui devait avoir lieu en 2022, on l'a anticipé aussi pour en faire un extrait qu'on va filmer avec notre partenaire, la Collégiale Saint-Martin à Angers, pour garder le lien avec le public et maintenir la compagnie en activité. Voilà, donc ça a été de tout. Enfin, je pense qu'on n'a rien d'exceptionnel dans notre cas, mais de moments très difficiles qui perdurent, de cette absence de rencontres avec le public ou avec d'autres artistes. La danse, c'est vraiment un art qui voyage, qui peut s'affranchir de la barrière des langues, donc qui peut vraiment aller partout, et qui là en ce moment doit attendre comme tout le monde. Et parallèlement à ça, des très belles choses qui vont germer et qui ont eu aussi un succès qu'on n'attendait pas. Donc c'est un peu paradoxal en ce qui nous concerne.
Christophe a été assez exhaustif. Non, mais pour ma part, ouais, beaucoup d'annulations, effectivement, beaucoup d'annulations. Et donc, j'ai aménagé mon temps de telle manière à pouvoir travailler sur un projet solo. Voilà. Le confinement, l'isolement a fait naître en moi l'idée de travailler sur un solo. Voilà, c'est quelque chose qui naîtra un petit peu plus tard, quoi. Et aussi, on a travaillé, avec Guillaume sur l'enregistrement de la bande sonore. C'est quelque chose qu'on a commencé à aborder quand l'empêchement de nous voir est arrivé. Donc voilà, un travail plutôt de fond qui va permettre de fixer sur un support la musique du spectacle. Ah, du spectacle de l'ambition d'être tendre? Oui. Ah, oui. Très bien, formidable. Belle nouvelle. Mais alors, par contre, la création en solo, il faut quand même qu'elle rencontre son public aussi. Hein. C'est pas, évidemment pas juste pour jouer dans son salon quand même, Benjamin, rassurez-moi. Non, c'est pas pour jouer dans son salon, mais j'ai imaginé aussi l'objet comme, disons, une sorte de bilan d'étape sur ma vie de musicien. Voilà, donc c'est à la fois pour un mode d'expression personnel et à la fois un travail autour d'un instrument. Voilà. Mais c'est pas danser, c'est plus, voilà, ça naît d'un désir profond de travailler sur un instrument. Voilà. Eh bien, écoutez, nous arrivons déjà au terme de notre rencontre. Est-ce que vous souhaitez ajouter peut-être quelque chose que je n'ai pas évoqué et que vous avez envie de partager avec nous? Non, juste l'envie de venir au Mans. L'ambition d'être tendre devrait être programmée de nouveau la saison prochaine ici à Evsen Universitaire, tout début décembre 2021. Et j'espère évidemment qu'on pourra mener à bien cette rencontre avec le public à l'université et le public manceau en général. Merci à vous, je suis ravie de vous avoir rencontré. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses malgré la tourmente et je me réjouis qu'on ait pu effectivement ensemble avec la compagnie trouver un créneau pour un report prochain.